Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisque je suis seul pour faire cet épisode, malheureusement avec les calendriers assez complets. On va faire un format assez spécial, n'hésitez pas à nous le dire directement dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, pour avoir plus de fréquences ou en tout cas plus de résumés de courses ou d'analyse de stratégie. Aujourd'hui, on va parler de l'étape 9 du Tour de France, remportée par Tim Merlier devant Jonathan Milan et Arnaud Delis. Cette étape est malgré tout, malgré que c'était un sprint, assez intéressante. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans cette étape. Et on va commencer tout d'abord par un sprint massif où Tim Merlier a, tout au long de l'étape, dû se débrouiller pas mal seul puisqu'il avait Bert Van Lerberg avec lui qui a à un moment donné dû se sacrifier et qui a dû lâcher une première fois la première bordure et puis il est revenu par la suite, mais malheureusement n'a pas eu d'énorme utilité dans le final. Jonathan Milan a eu une équipe qui a contrôlé toute la journée et malgré tout, il n'a pas eu les hommes à mon avis qu'il fallait dans le final. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il a été dominé. On le sait, Jonathan Milan, il aime bien être tout simplement emmené à la perfection. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Tim Merlier remporte ce sprint, ça fait 2-1 en faveur de Tim Merlier. Moi, je me pose la question de savoir qui est vraiment le meilleur sprinter des deux. Je pense qu'ils ont deux catégories un peu différentes. Jonathan Milan passe un petit peu mieux les bosses. On peut aussi penser que Tim Merlier a vraiment l'explosivité au niveau rapport poids-puissance qui est peut-être plus impressionnante sur le plat. Je ne sais pas comment expliquer ça puisque normalement le rapport poids-puissance a un impact surtout sur les arrivées en légère montée qui sont plutôt dominées par Jonathan Milan. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce sprint? Il y a quand même des gros absents, on peut le dire. Dylan Groenewegen ne fait pas mieux qu'une 15e place. Soren Warrenschkold qui a été gêné par des problèmes mécaniques. Wout van Aert qui avait annoncé au début de la journée participer au sprint, finalement ce n'a pas été le cas parce qu'il a quand même dû faire pas mal d'efforts. Il faut aussi savoir qu'il y a eu une bordure où il a fait le bond seul et puis il a payé énormément les pots cassés par la suite puisqu'il a payé son effort assez fortement. On peut aussi parler de Binyam Girmay qui, au fur et à mesure de ce Tour de France, est en train de perdre le maillot vert que Jonathan Milan a encore une fois fortement conforté aujourd'hui. Un coureur qui a été plutôt surprenant et surtout, ça me fait vraiment plaisir de voir ce coureur à ce niveau-là, c'est Arnaud Delis. Arnaud Delis qui vient chercher une troisième place. La troisième place est satisfaisante premièrement, mais surtout ce qui a été le plus satisfaisant, c'est la vitesse à laquelle Arnaud Delis finit cette étape. On l'a vu participer aux bordures, hein. C'est une étape, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais qui a été marquée par une nervosité énorme, des mouvements des équipes comme Visma Lease the Bike, on va en parler dans un instant, qui ont fait que il y a eu des débuts de bordure et il y a des coureurs comme par exemple Ben O'Connor qui perd presque 7 minutes aujourd'hui. Ben O'Connor qui est encore une fois piégé. Et dans ces bordures-là, on voit Arnaud Delis relayer, on voit Jonathan Milan aussi, mais on sent que Arnaud Delis est en progression. On sent aussi qu'il a de plus en plus confiance, qu'il prend du plaisir, puisque on le sait, ce genre d'efforts, c'est des efforts qu'il apprécie. Et donc voilà, très très satisfait de voir Arnaud Delis à ce niveau-là et l'équipe Lotto qui était aussi présente dans le final. Donc voilà, pour moi, c'est une étape très rassurante pour les sprinteurs comme Jonathan Milan et Tim Merlier. Tim Merlier, je le répète, hein, il a gagné en se débrouillant quand même assez seul. Jonathan Milan a dû contrôler avec son équipe toute la journée une échappée de deux coureurs, deux équipiers, Jonas Rickaert et Mathieu Van Der Poel. Moi, j'ai une première question pour vous. Est-ce que c'est normal que les équipes de sprinteurs comme Lotto, comme peut-être Quick-Step ou d'autres équipes n'ont pas aidé Jonathan Milan et son équipe dans le contrôle de cette étape? On le sait aussi que c'est Thibaut Neis qui a dû rouler énormément aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, c'est la première question que je me pose. Selon moi, oui, puisque l'équipe Quick-Step, Soudal Quick-Step, joue un autre objectif avec Remco Evenepoel, donc c'est peut-être pas à eux de rouler en tête de peloton.
Et les autres, j'ai un peu l'impression qu'ils sont battus. Alors aujourd'hui, Arnaud Delis vient nous prouver un peu le contraire en étant un vrai concurrent pour ces deux coureurs que j'ai mentionnés auparavant. Donc je ne serais pas surpris que dans les prochaines étapes ou dans les prochains jours, en cas d'arrivée massive, l'équipe Lidl Trek soit aidée par un coureur de l'équipe Lotto. Pourquoi pas pour essayer de placer favorablement Arnaud Delis. Par contre, oui, les équipes comme Cofidis, comme l'équipe de Groenewegen aussi, qui avait jusqu'à présent deux objectifs, qui viennent de perdre Eddie Dunbar hier. Ben voilà, je pense que ça c'est le premier point que je voudrais mettre en avant. Pour moi, personne ne doit aider l'équipe Lidl Trek, si ce n'est peut-être un cours de chez Soudal Quickstep. Pourquoi pas un coureur de chez Lotto Destiny et c'est tout. On voit Pavel Bittner faire quatrième, peut-être Warren Scholl aurait peut-être eu les prétentions de faire mieux, mais quand on voit par exemple des coureurs comme Binyam Girmay qui n'ont vraiment, hormis sur la première étape, jamais été titillés les tout grands hommes forts du début, voilà, je pense que Lidl Trek va devoir à elle-même contrôler pas mal pas mal d'échappées. Et donc, on revient sur un Mathieu Van Der Poel et un Jonas Rickaert qui ont tenté le coup, hein, c'est clair. Il faut savoir que ce sont deux gros moteurs. Jonas Rickaert, un coureur avec qui euh, j'ai pas mal roulé dans les catégories de jeunes, pardon. Il est quand même réputé pour avoir un moteur énorme. Mathieu Van Der Poel, lui, on ne le présente plus. Et quand deux coureurs ne comptent pas leurs efforts puisqu'ils sont de la même équipe, on leur laisse presque 5 minutes 30 d'avance. C'est clair que ça a été un gros, gros combat pour l'équipe Lidl Trek pour aller les chercher, qui sur la fin a été aidé par les mouvements de course et des bordures. Sinon, je ne suis pas sûr qu'on va rechercher un Mathieu Van Der Poel qui a craqué dans le dernier kilomètre, ou en tout cas qui a été repris dans le dernier kilomètre. En tout cas, Mathieu Van Der Poel prend 20 points pour le maillot vert. Je ne sais pas si c'est vraiment un objectif, mais voilà, en étant échappé, autant les prendre. Et un Jonas Rickaert qui a été élu combatif du jour, mais je pense que c'est plus que mérité. Maintenant, passons peut-être au coureur du classement général. J'en ai parlé avec un Ben O'Connor qui perd 7 minutes, un Valentin Madouas qui était aussi placé encore au niveau du classement général. Pas trop de dégâts au classement général, si ce n'est ces deux coureurs-là qui perdent pas mal de temps. Mais je pense qu'on a fait une croix pour ces coureurs-là sur le classement général et je pense qu'ils vont se concentrer maintenant sur des étapes, ce qui est tout à fait logique. Au niveau du classement général, l'équipe Visma Lease a Bike, comme ces derniers jours, a énormément harcelé ce peloton en essayant d'imprimer des rythmes assez élevés. Wout van Aert, on a vu Victor Kampenaert étirer tout ce peloton. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une stratégie payante. La seule chose que je peux dire jusqu'à présent, c'est que c'est la première fois qu'on a vu Tadej Pogacar et son équipe un peu en difficulté. Premièrement parce que Joao Almeida a abandonné après sa chute, terrible chute d'il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours. Et donc du coup, il n'a plus son équipier de la montagne. On va en parler dans quelques petites secondes. Et puis Tim Wellens qui s'est relevé mais qui a eu un problème mécanique. On a eu Nils Politt aussi qui a eu un problème mécanique. Et quand on fait l'ensemble, il n'y avait plus que Narvaez dans les derniers kilomètres avec lui. Je ne suis pas sûr qu'il a été d'une grande utilité puisqu'il se relève dans le final. Je dirais que c'est le premier point, ou en tout cas c'est la première fois qu'on a vu cette équipe UAE un peu en danger. Maintenant sans gravité puisque Tadej Pogacar arrive tant bien que mal dans une 25e place dans le peloton dans le temps du vainqueur. Donc pas de danger. On voit quand même que l'équipe UAE, pour une fois, était aussi beaucoup plus attentiste. On a vu qu'il restait en deuxième rideau, alors que Jonas Vingegaard lui-même a pris des relais. Voilà, je pense que c'est quand même assez des bons enseignements à avoir. Aussi l'équipe Tudor, qui depuis le début de ce tour, à chaque fois qu'il y a la possibilité de jouer les bordures, ils sont présentes. On le sait que Alberto Dainese est leur carte pour le sprint, mais on le sait aussi que c'est peut-être pas le plus rapide et donc qu'ils espèrent avoir un sprint en petit comité pour avoir un maximum de chance. On a vu quand même Matteo Trentin, Julien Alaphilippe à un très très haut niveau selon moi. On peut aussi, attention pour demain, Michael Storer qui a perdu énormément de temps aujourd'hui.
Je voulais aussi noter que Remco Evenepoel, Kevin Vauquelin, qui sont aussi placés au général, étaient très très attentifs pour ces bordures, très très à l'avant, que le bloc Red Bull Bora est revenu assez tard, mais qui sont quand même revenus à l'avant. Et finalement, tant bien que mal, tout le monde est rentré dans le même temps, même des coureurs qui ont moins l'habitude de prendre des bonnes bordures, comme Enric Mas, malgré sur la première étape, il était devant. Voilà, donc je pense que pas de gros enseignements aujourd'hui au niveau du classement général, même si Ben O'Connor a fait une croix de manière définitive sur ce classement général. Joao Almeida qui abandonne, on peut quand même se poser la question, qui sera le dernier coureur dans la montagne avec Tadej Pogacar? Est-ce qu'il a besoin d'un équipier pour contrer les blocs Visma, Leasebike? En tout cas, c'est quand même triste pour le coureur qui avait basé sa saison là-dessus et qui faisait une très belle saison, qui était peut-être dans la forme de sa vie et qui était assez impressionnant. On avait dit au début dans nos épisodes précédents l'importance de Joao Almeida pour contrer le bloc Visma avec Jorgensen, avec Sepkus. Aujourd'hui, il faudra que Adam Yates, qui semble avoir des très hauts et des très bas sur ce Tour de France, soit au niveau, ça c'est la première chose. Pavel Sivakov aussi, puisque ce sont les deux meilleurs grimpeurs, avec Marc Soler peut-être, de cette équipe UAE. Voilà, en tout cas, que ce soit Tim Wellens, Nils Politt et Jonathan Narvaez, ils vont falloir se surpasser pour arriver plus loin, pour que ces coureurs-là soient avec Tadej Pogacar dans le final. Alors, pour moi, pas de moment alarmiste, même si c'est quand même dommage de perdre un équipier comme ça. Tout au contraire, l'équipe Visma Lease Bike va peut-être déjà dès demain essayer de piéger l'équipe UAE. Alors je regarde dans mes notes si j'avais encore un point à discuter au niveau des coureurs, mais non. Moi ce que je peux juste vous dire, c'est que demain il va y avoir une première étape de moyenne montagne où les coureurs vont devoir, l'équipe UAE va devoir contrôler, choisir les hommes qui peuvent partir dans l'échappée. Ça va être le rôle de Tim Wellens, de Narvaez, de Nelis Polic, je viens d'en parler. Mais ça va batailler pour être dans l'échappée puisque c'est la première étape très très dure au niveau de la moyenne montagne, on va dire. Pas mal de côtes de deuxième ou col de deuxième catégorie. Dès le début aussi, est-ce que les sprinteurs vont pouvoir passer la première bosse pour pouvoir aller jusqu'au sprint intermédiaire? C'est la première question que je me pose. Et puis, dans cette échappée, on va sûrement voir des coureurs comme Tige Benoît qui sont encore plus ou moins placés au général sans être vraiment dangereux. Peut-être pourquoi pas un Ben O'Connor revanchard, des Quentin Paché aussi que j'avais noté, Michael Storer qui s'est vraiment relevé. Quinn Simon jusqu'à présent a été très très fort, mais est-ce que c'est pas un peu trop dur pour lui? À voir. On peut voir un Vlasov aussi qui est assez distancé. Donc voilà, je pense qu'on va avoir pas mal de surprises. Les coureurs du classement général ne vont pas laisser ça sortir, en tout cas sans avoir un lieutenant ou un pion devant. En tout cas, si le but est de passer à l'offensive, il va falloir anticiper. Pour Tadej Pogacar, il va falloir laisser partir des bons pions. Peut-être pas un Sepkus par exemple qui peut être très dangereux, peut-être pas un Jorgensen, ça c'est sûr. Mais aussi Lipovic qui a quand même tendance à prendre des échappées. Attention pour Félix Gall, que l'on mentionne rarement, mais qui fait son bonhomme de chemin et qui a passé peut-être les étapes les plus difficiles avec les bordures, avec les tapes-cul, on va dire, ou en tout cas les bosses très très courtes. Les relances, on l'avait vu qu'il n'était pas à l'aise. Pourquoi pas avoir un Aurélien Paré-Peintre qui anticipe pour pouvoir lui donner un coup de main dans le final, ou on ne le sait pas, c'est un coureur qui est encore placé au classement général. Et donc, pourquoi pas aller chercher encore une meilleure place au classement. Ça va être aussi une étape très importante pour peut-être Tim Wellens aussi, qui va sûrement perdre son maillot à poids, sauf si c'est le coureur de l'équipe UAE qui sera dans l'échappée. Mais ça, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce que vous voyez un coureur de l'équipe UAE partir? Si oui, lequel? Pour moi, il devrait y avoir Tim Wellens. Mais attention, les autres équipes ont vu comment Tim Wellens marchait. Et donc, du coup, ce serait très dangereux en tout cas pour anticiper un move de Tadej Pogacar. On peut en mentionner aussi Carlos Rodriguez qui tout doucement se replace en tout cas au classement général. Je pense que c'est un coureur qui va avoir aussi des pions à l'avant, des Tobias Foss. Donc on va voir de cette équipe Ineos Grenadiers qui a été un peu décevant depuis le début de ce Tour de France, mais qui
l'air de rien, a toujours bien roulé depuis le début de saison. Alors, dites-nous dans les commentaires qui va gagner selon vous. Déjà, premièrement, est-ce que l'échappée va au bout? Et si oui, qui gagne? Et sinon, dans le peloton, qui va pouvoir remporter cette étape? Alors, dans l'intérêt de l'équipe UAE, l'échappée doit partir le plus tard possible. Comme ça, ils n'ont pas besoin de contrôler et que le peloton se contrôle lui-même. Mais je verrais bien Pablo Castrillo dans l'échappée, un Ben Illy qui reproduise encore son effort, ou Michael Storer. Alors je vais être honnête, si l'échappée va au bout, Michael Storer, c'est mon favori. Et en tout cas, si l'échappée ne va pas au bout, je pense que ça va être très très compliqué de battre Tadej Pogacar sur ce type d'étape. Merci beaucoup et n'oubliez pas de le dire dans les commentaires si vous avez aimé ce format-là. Je sais que c'est un peu particulier, c'est peut-être plus rythmé et peut-être moins d'interaction et j'en suis désolé. Mais si vous avez aimé pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, de le dire en commentaire. Et moi je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.